Donc, je vais maintenant demander à Gérard Pell de rejoindre la tribune pour nous parler de cette proposition d'agenda rural européen qui avance quand même, qui avance à grands pas. Donc 15 minutes grand maxi. Gérard, merci beaucoup. La parole est à vous. Donc je vais faire effectivement vite. Donc simplement vous dire rapidement, Gérard Pell, donc président de l'association nationale de l'association donc internationale Ruralité Environnement Développement, qui est née du rapprochement de deux organisations, une française, le Groupe pour l'éducation et la prospective, qui édite encore la revue Pour ceux sans doute qu'on en trouve sur la librairie des territoires, et la Fondation rurale de Wallonie. Ça, c'est simplement parce que vous en avez entendu parler. Avant, on en entendait peut-être beaucoup moins parler de cette Wallonie, en partant d'un principe simple, c'est que si on veut pouvoir agir avec l'Europe, il est important de l'inspirer, cette Europe. Et qu'on peut agir avec l'Europe, et là je salue les centres Europe Direct qui en permanence viennent le dire dans les territoires comment agir avec l'Europe, et je salue donc Bénédicte Feuget dans ce cadre-là. Si on n'a pas cette conscience que l'on peut agir, il est certain que tout devient compliqué dans cette période de défiance ambiante où c'est plutôt la désespérance qui nous anime. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de l'optimisme sur la possibilité d'agir. Alors cette possibilité d'agir avec l'Europe, elle n'est possible qu'à certaines conditions. La première des conditions, c'est de prendre conscience de ce que sont les territoires ruraux. Les territoires ruraux en Europe, ça n'est pas ce qu'on pourrait en dire simplement des zones naturelles et agricoles, ce sont des territoires habités où des femmes et des hommes tous les jours avancent en proposant donc des solutions innovantes à des difficultés rencontrées, mais aussi à des visions du futur partagées. Ça, c'est le premier élément qui me paraît important de souligner. Ces chiffres que je vous donne, ce n'est pas un hasard. Ce sont les chiffres portés par la DG Agri, la Direction du développement agricole et rural de la Commission européenne et de l'OCDE. Premier élément, c'est de montrer que les territoires ruraux, ce n'est pas des territoires qui n'existent pas en termes de potentialité. 80% du territoire de l'Union européenne à 28, 58% de la population, 56% des emplois. Ça existe. Alors qu'on est rentré dans une période où ce que l'on nous dit régulièrement, c'est que ce qui est important, c'est les grands pôles urbains pour éclairer et animer le développement des territoires. Ne soyez pas inquiets, si vous faites confiance aux territoires, si les territoires urbains fonctionnent bien, tout le reste va suivre. La réalité, vous l'avez bien compris, est un tout petit peu plus complexe que ça. Moi, je suis un amoureux des villes dès l'instant qu'elles ne sont pas condescendantes. Et c'est tout ce qui est dans l'importance de ces dynamiques-là. La métropolisation, nous on l'a vu à Bruxelles, à partir du moment où les territoires ruraux commencent à s'éclairer, les pôles urbains viennent travailler avec. En 2005, à Leipzig, Bruxelles Métropole, on allait les voir en disant « il faut qu'on travaille ensemble les territoires ruraux et les pôles urbains ». La réponse qui m'était donnée, non, travaillons, mais pas ensemble parce qu'on se déforcerait. Ça, c'est tout le symbole. Il faut d'abord qu'on défende nos propres intérêts, qu'on les différencie, parce que si on travaille ensemble, le message ne sera pas lisible. Alors que le message qui était important de montrer, c'était l'intérêt d'interagir ensemble. Et pour ça, il est important que les uns et les autres soient dans des dynamiques positives et des dynamiques de perspective. Alors, les éléments dont on parle là, il y a dans les réalités, dans le glossaire européen ou dans les potentialités européennes, tout un ensemble d'éléments qui permettent de le faire. Allez faire un tour dans l'article 3 et 174 du traité de l'Union. On n'en parle pas beaucoup. On explique bien que quel que soit l'endroit où on se situe, les citoyens ont un droit à agir et que l'Union européenne a la responsabilité de veiller à ça. C'est tout le sens de la cohésion territoriale. Il est intéressant de le porter. Allez faire un tour du côté de la Charte des droits fondamentaux. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous verrez qu'il y a là véritablement des éléments avancés. Je travaille beaucoup avec les organisations de la culture en ce moment en leur disant « rentrez dans croissance et emploi par la Charte des droits fondamentaux », cette diversité des cultures, tout ce qui a impulsé dans la stratégie 2020 les logiques d'inclusion, pas que sociale. Quand on parle d'inclusion, il y a la cohésion territoriale dedans, inclusion économique, sociale et territoriale. Je ne vais pas m'étendre plus avant sur le sujet.
Alors, pour avancer dans ces logiques-là, il était essentiel que l'on mette en avant cette logique de territoire rural comme étant un territoire qui propose des solutions innovantes, qui agit et qui n'est pas simplement un espace, une zone naturelle et agricole. Nous avons porté à l'échelle de l'Union européenne le concept de pôle rural de développement, en y apportant une définition qui va bien au pays. Et merci de cette invitation, puisqu'on a repris en fin de compte la définition du développement local à la française, en montrant que ces pôles de développement, c'est des territoires de projet, je fais court, et que ces territoires de projet, ce n'est pas une commune, ce sont véritablement des espaces où les femmes et les hommes interagissent pour une vision projetée du développement. Donc, vous le voyez, donc moi je ne peux pas pousser sur le bouton, là je ne sais pas comment faire sur les éléments. Pour avancer dans des démarches de ce type-là, alors que nous avons une politique agricole commune qui abrite aujourd'hui le développement rural, il était essentiel de redire deux choses dans la période qui se construit aujourd'hui. Il est essentiel dans le futur proche que nous ayons deux grandes ambitions européennes pour ce qui concerne les territoires ruraux. Je ne parle pas des villes, elles ont maintenant un agenda rural-urbain, les pôles urbains, mais les territoires ruraux. Il nous faut une ambition forte de développement agricole, les challenges de l'agriculture avec le dérèglement climatique, les enjeux d'alimentation. Je vais essayer de ne pas me dessécher. Les enjeux donc d'alimentation, dérèglement climatique, de transmission des exploitations aux générations, c'est autant de challenges qui sont essentiels. Donc il nous faut une grande politique. Mais à côté de ça, il nous faut une grande politique des territoires ruraux. Quand on parle de développement rural, on englobe agriculture et développement des territoires ruraux et on voit qu'on met en concurrence des acteurs qui ne devraient être que des associés d'un challenge commun. Autre élément donc, fondamental, donc, c'est qu'il faut faire apparaître la capacité des territoires ruraux à entraîner le développement. Les territoires ruraux que l'on voit aujourd'hui comme étant ceux qui portent les votes extrêmes d'une manière plus que significative, la caractéristique de ces territoires ruraux, ce n'est pas ça. Leur caractéristique, c'est leur capacité de résilience, de retrousser les manches pour faire face aux challenges et avancer plus loin. Mais lorsque ces territoires où les habitants, les communautés rurales, comme les communautés urbaines d'ailleurs, ne sentent pas comment ils vont pouvoir agir, quelles sont les perspectives, comment ils sont pris en compte, comment ils sont reconnus dans leur démarche, toute la machine se grippe. Le premier, dans les systèmes de grippage des machines, le premier élément, c'est quand on commence à considérer les autres comme étant subalternes ou n'ayant pas un vrai potentiel, ce qui arrivait souvent pour les territoires ruraux. Le deuxième élément, c'est quand on commence à considérer qu'on commence à avoir peur des autres. Et le troisième élément, c'est quand on commence à prendre comme bouc émissaire tout un ensemble d'acteurs, parce que ça veut dire à ce moment-là qu'on a démissionné sur la dynamique d'action en commun. Et ces éléments-là, donc si on n'arrive pas à faire prendre en considération que les territoires ruraux font partie de la solution, parce que justement ils ont cette capacité de résilience-là, il est très compliqué d'entraîner les différents acteurs. Autre élément moi, qui nous paraît important donc, dans tous ces éléments-là, c'est que si la politique, la cohésion territoriale qui est arrivée avec le traité et dans les politiques qui sont aujourd'hui en place n'est pas effectivement redynamisée, réactivée, portée, repoussée après l'horizon 2020, elle est menacée, les choses vont être assez compliquées. N'oublions pas que l'Europe, qui est une vraie possibilité d'agir, est aussi un bouc émissaire facile. Donc il était aussi important de montrer qu'on peut agir avec l'Europe. La cohésion territoriale est un élément important, il faut montrer l'interaction entre les uns et les autres. Renouveler, rééquilibrer les relations rural-urbain, c'est un des éléments donc, qui sont effectivement essentiels. Autre élément qui nous paraît important, c'est qu'il faut rappeler que sans le développement territorial intégré, il est difficile d'agir. Vous irez regarder dans tout ce qui est offert avec le CLLD à l'heure actuelle dans les enjeux de développement, c'est ce qui a été préconisé comme étant le moyen de mettre en œuvre les politiques européennes dans les territoires. Qui le sait, qui s'en est vraiment préoccupé, puisqu'en France en particulier, pendant qu'on mettait en œuvre ça, on était dans la réforme territoriale, donc c'est un peu passé inaperçu. Le deuxième élément, c'est que ces démarches ascendantes donc, et participatives, c'est ce qui se passe dans les conseils de développement, donc on est bien ici avec les pays, pas parce que ça fait beau dans le décor et que ça fait démocratique,
mais parce que c'est indispensable pour relever les défis. Comment on organise ces interactions-là? Le développement économique plurisectoriel, c'est une des caractéristiques des territoires ruraux. On a souvent tendance à ramener les territoires ruraux simplement à leur fonction agricole. On soutient, on est fier des agricultures dans les territoires ruraux, mais considérer que la réalité rurale ne serait que l'agriculture, c'est une erreur d'appréciation, une erreur de casting même. À l'heure actuelle, il y a énormément d'autres activités, mais il faut organiser les relations entre les uns et les autres sans surtout les opposer, et vous recomprenez pourquoi le sens de « il nous faut une ambition agricole et une ambition pour les territoires ruraux ». L'élément, dans ces éléments-là, si ce sont des territoires multisectoriels, eh bien, il est indispensable pour interagir entre les territoires ruraux et l'ensemble des autres acteurs d'avoir le très haut débit. C'est une chose que de le revendiquer. Il est essentiel de nommer les choses et de dire à quoi et pourquoi on le revendique. On le revendique pour les travaux en réseau, on le revendique pour interagir, on le revendique parce que les territoires ruraux sont des territoires qui sont naturellement attractifs pour tout un ensemble d'habitants, entrepreneurs, candidats, parce qu'une des caractéristiques des territoires ruraux, c'est que ce sont des espaces dans lesquels il y a une forte proportion d'entrepreneurs. C'est une de leurs caractéristiques premières, et c'est la raison pour laquelle il y a cette capacité de résilience. Donc le très haut débit, ce n'est pas une option, c'est indispensable dans les territoires ruraux pour fonctionner en réseau et pour sortir des réalités que l'on connaît bien aujourd'hui. On a tendance à dire que pour pouvoir agir, il faut augmenter la masse critique, on élargit jusqu'à l'impossible, alors qu'en fin de compte, il faut des territoires où les femmes et les hommes se reconnaissent des territoires de vie, mais au-delà de ça, il faut des fonctionnements en réseau pour retrouver les masses critiques dans les capacités à collaborer. L'agriculture, donc un certain nombre d'éléments aujourd'hui dont il faut prendre conscience, et c'est la raison pour laquelle il faut le soutenir, c'est qu'on est en train de passer de l'agriculture familiale, si je prends cette réalité-là, à des agricultures financiarisées, où la grosse différence, c'est qu'on n'achète pas de la terre pour capitaliser, on achète de la terre pour maîtriser des exploitations. Je vous passe le détail. Donc on entre dans des périodes en ce moment assez compliquées. Donc c'est la raison pour laquelle il est essentiel de ramener les enjeux agricoles dans les stratégies territoriales de développement, mais en différenciant les approches pour pouvoir faciliter l'interaction entre les uns et les autres. L'autre élément donc, qui paraît essentiel, c'est la culture, les diversités des cultures. Souvent dans les territoires ruraux, à part ceux qui, dans leur stratégie de développement, l'avaient bien intégré, on considérait que la culture, ça pouvait coûter cher. Et quand même, ce qui était important, c'est le développement économique et l'emploi. Sauf que la réalité, dans les logiques de résilience, dans les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, on voit bien que ce sont les acteurs de la culture qui sont des éclaireurs du futur. Ce n'est pas par hasard qu'il y a la Charte des droits fondamentaux. Et c'est bien dommage qu'on ne la jardine pas suffisamment. Donc les acteurs de la culture, on les retrouve dans tous les endroits où se développent de nouvelles approches du futur et pas uniquement sur le spectacle vivant. On les retrouve dans bon nombre d'endroits, dans des logiques d'innovation très fortes. L'autre élément qui paraît essentiel, c'est de rappeler que les territoires ruraux sont des acteurs majeurs du dérèglement climatique et des challenges du futur, parce qu'ils renferment énormément de solutions et qu'il y a un véritable enjeu dans une interaction. Et moi, j'ai bien noté l'intérêt des échanges, des contrats de réciprocité, mais je rappellerai simplement, c'est que si les différents acteurs ne se respectent pas, s'il y a une vision un peu des dynamiques subalternes, de vassalité qui s'organisent, les contrats de réciprocité auront vite des difficultés dans leur développement. Alors qu'il y a cette volonté de coopérer sur un pied d'égalité, il y aura un potentiel avec ces contrats de réciprocité qui va être tout à fait importante. Autre élément qui nous paraît essentiel dans ces éléments-là, c'est de dire que si on est d'accord avec ce constat-là, avec ces enjeux-là, il est essentiel de faire en sorte que les territoires ruraux puissent s'organiser et proposer leurs solutions pour ensuite pouvoir interagir. C'est les enjeux de développement local qui ont déjà présidé aux États généraux des pays de Mâcon, qui sont entrés dans toutes les politiques publiques françaises, dans l'organisation, dans les systèmes d'organisation. Qui sait qu'une communauté de communes comme une communauté d'agglomération ont pour objet sur un territoire de solidarité la mise en œuvre d'un projet de développement et d'aménagement de l'espace. Si les législateurs s'en étaient souvenus, sans doute qu'on serait rentré dans la loi NOTRe d'une autre manière, autour des stratégies de développement et pas uniquement des masses critiques.
Renforcer le pouvoir d'initiative des acteurs ruraux, ça va avec. Découvrir la valorisation des gisements et des potentialités. Il est essentiel de ne pas considérer les territoires comme étant simplement des gisements dans la logique un peu minière des choses, mais leur potentialité humaine, toute leur capacité d'entreprendre et la manière dont ils sont capables de mettre à disposition dans des logiques durables des approches. Il reste 2 minutes. La compatibilité, donc, je passe sur ces éléments-là, je pense que je l'ai assez développé. Donc, sur les propositions, il est essentiel que tout ce dont on vient de parler, on puisse le retrouver. Et dans ces logiques-là, le fonctionnement en réseau dont je parlais tout à l'heure est un élément déterminant. Alors, maintenant, dans cet agenda rural, et je vais rentrer sur le pourquoi de l'agenda rural. On a un agenda urbain qui tend à montrer que la métropolisation, c'est véritablement la solution, mais parce qu'on est encore dans la réalité européenne, dans la logique de la communauté économique européenne, et on a une vision assez tirelire de l'Europe et pas politique de l'Europe. À partir du moment où on change cette approche-là, on se rend compte qu'avec les acteurs de l'Europe, on est tout à fait en capacité d'interagir parce qu'il y a cette ambition-là qui est portée. Mais pour qu'elle se traduise dans les faits, parce que les acteurs ruraux n'ont pas besoin de soins palliatifs, mais véritablement de reconnaissance, il nous faut des politiques publiques, et on voit bien que l'Europe est l'échelon inspirateur de ces politiques publiques au jour d'aujourd'hui, comme l'État l'était hier avant la décentralisation à l'échelle des États membres. Et on voit bien qu'en règle générale, les États membres affaiblissent les propositions européennes plutôt qu'ils ne les enrichissent avec des propositions nouvelles dans ces logiques d'interaction. Donc l'agenda rural, c'est de dire comment cette reconnaissance des territoires ruraux va pouvoir se mettre en œuvre, proposer aux acteurs une visibilité sur le futur, alors qu'on est dans la réalité de l'éphémère en ce moment. On est dans le zapping permanent, et la désespérance ambiante, elle s'alimente de ça. Elle s'alimente de ces réalités-là. Alors, dans ces logiques-là, donc cet agenda rural, il est essentiel de rappeler ce dont on parlait. Voilà pourquoi nous considérons qu'au travers de toutes les politiques de l'Union, il est essentiel que l'équilibre rural-urbain, l'égalité des droits pour tous les citoyens, l'équité des moyens et des pratiques, on le retrouve comme étant un élément transversal de toutes les politiques et en même temps avec des propositions claires de mobilisation de tous ces acteurs. Je passe sur cet élément-là et je rappelle simplement que ces éléments-là, on les a retrouvés dans la dernière déclaration de Cork 2.0, on voit que le message progresse puisqu'il est clairement dit qu'il va falloir faire une étude d'impact sur le rôle de toutes les politiques de l'Union européenne en faveur des territoires ruraux, comment ils sont pris en compte. C'est cette logique de transversalité. Il nous faut nous en saisir de ces réalités-là pour pouvoir avancer, j'allais dire en disant « on existe ». Et j'ai bien aimé en ce sens la réaction du président du pays de Clermont-Ferrand en disant « c'est pas parce qu'on voudra nous museler qu'on sera mort ». C'est si on ne prend pas conscience que l'on peut proposer des choses et si on n'a pas l'envie d'interagir pour dépasser les difficultés, qu'on le sera véritablement. C'était le message des États généraux des pays à Mâcon, et c'est ça la véritable réponse aujourd'hui à tous ces problèmes de défiance. Dans ces logiques-là, vous retrouvez là quelque chose qui est sur la table, préconisé par l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, et qu'il nous faut surtout continuer à voir dans l'après-2020, et c'est aussi ça l'importance de l'agenda rural qui, rappelons-le, va éclairer le budget de l'Union. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec les gros challenges d'immigration que l'on a en ce moment, on est en train, dans un contexte de Brexit, où celui qui s'en va est un contributeur net, au-delà de tout le reste, et que ce sont que les États qui alimentent le budget de l'Union. On va travailler avec un budget plus faible, et l'expérience de ruralité, environnement, développement, ça a été qu'à chaque fois que le budget s'affaiblissait, c'est les territoires ruraux qui en pâtissaient. Donc cette réalité, et c'est la raison pour laquelle il faut véritablement se mobiliser, et en rappelant que ce qui est bon, il ne faut pas s'en détacher. Les politiques de développement local en France qui ont inspiré Leader, il faut le savoir, eh bien il faut véritablement les généraliser dans la future politique, et c'est le moment ou jamais de le rappeler. Alors, dans le cadre de cet agenda rural européen, nous avons de bons espoirs qu'on le gagnera, surtout d'ailleurs si l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et des pays porte aussi
adhère aussi à ce challenge en disant nous voulons à l'échelle de l'Union européenne des politiques et on veut avoir une visibilité sur ces politiques. On demande à la fois le livre blanc de la ruralité et cet agenda rural européen qui va permettre de mobiliser les troupes. Mobiliser les troupes, attends, c'est maintenant que l'Union européenne est en train de boucler les orientations stratégiques pour l'après 2020. Et on est déjà dans la révision à mi-parcours alors qu'on vient juste d'apprendre que les choses étaient en mouvement pour beaucoup d'entre nous. Et que c'est donc maintenant ou jamais que l'on peut avancer. Alors on est soutenu dans ce cadre-là. Toutes les organisations du conseil d'administration de RED, les maires ruraux en France, les maisons familiales rurales, le Relais Culture Europe, j'en passe, Soleil Civilisation, pour prendre les administrateurs français actuels, soutiennent bien entendu cet appel à un livre blanc. Les organisations du mouvement européen de la ruralité, qui est une plateforme collaborative, pas une structure. Méfions-nous des amalgames, de vouloir prendre les structures. Il faut garder la lisibilité de tous les acteurs qui agissent et interagissent et de les rendre visibles. Donc il y a 17 organisations. Tous les ans, le mouvement européen de la ruralité gagne une nouvelle organisation. Je suis en train de pousser en ce moment les organisations de la culture à se mettre en réseau européen pour avoir cette visibilité dans ce cadre-là. Les instances de l'Union européenne, demain, je serai à Bruxelles parce que le comité des régions et le comité économique et social ont décidé de s'associer pour faire séminaire commun pour défendre l'agenda rural. C'était déjà le cas le 19 avril de cette année par le comité des régions qu'il portait, qui a mis dans sa déclaration l'enjeu d'un livre blanc de la ruralité. La Fondation pour le dialogue civil Sud-Nord-Méditerranée, quand il y a cette grande question des migrations qui sont en train de déplacer une partie importante du budget actuel de l'Union européenne vers ces challenges-là de réparation, alors que l'immigration climatique arrive derrière les autres, eh bien, cette fondation du dialogue civil porte aussi cet enjeu-là, donc le renvoi au commissaire Hahn qui est en charge ces éléments-là. Merci, et je termine. On est à 20 minutes, voilà. Merci. Et je termine ça en disant qu'en France, nous sommes soutenus, donc le ministre Bailey, il est important de le souligner, l'a dit le 19 avril dernier et l'a ressoutenu. Le ministre wallon, donc comme quoi les Wallons sont capables spontanément, vous l'avez bien compris, de s'engager dans des éléments-là, qui est aussi président du sommet de la Grande Région, donc transfrontalière, le soutien, et on a un certain nombre d'autres rendez-vous. Et je rappelle que l'Association des Nouvelles Ruralités a organisé un séminaire opérationnel avec nous sur cet enjeu-là au mois de juin, qu'on en a un autre qui s'organise en Roumanie avec le réseau rural européen, et c'est en gagnant des soutiens de ce type-là qu'on arrivera à faire progresser la chose. On parle en ce moment d'un livre blanc pour la PAC, qui est la grosse inquiétude. Et quand on parle de la PAC, c'est d'abord les enjeux agricoles qui sont à la manœuvre. Voilà, merci Gérard Pett pour cette conférence.